Eh bien, bonjour, je m'appelle Jean-Luc Romero Michel. Je suis adjoint à la maire de Paris et engagé dans la lutte contre le sida, contre la LGBT-phobie et évidemment pour le droit de mourir dans la dignité. Je vis avec le VIH depuis 34 ans. J'ai eu ce fameux traitement un peu dans les débuts et ce traitement qui a suscité plein d'espoir, qui certainement d'ailleurs m'a peut-être permis de tenir jusqu'aux autres traitements, etc., mais qui a été aussi un peu terrible, parce qu'à un moment, il fallait le prendre toutes les 4 heures. Alors vous preniez à 20 heures, à minuit, à 4 heures du matin, à 8 heures, à midi, à 16 heures. Donc ça veut dire déjà dans la journée, il fallait toujours avoir des stratégies au boulot pour pas qu'on vous voit prendre votre cachet. Il faut savoir qu'il avait des effets secondaires absolument atroces et qui donnaient notamment des crampes. Et la nuit, je hurlais tellement ces crampes étaient horribles. Il a fallu vivre plusieurs années avec ce médicament. Donc ça a été ces années AZT qui restent quand même voilà, des souvenirs de souffrance, de douleur, et puis d'être amené sans arrêt à ce virus. Alors qu'évidemment, dans ces cas-là, on a besoin de penser à autre chose. Mais voilà, moi, ma chance, ça a été de continuer à travailler, parce que même si j'étais épuisé, la journée, je bossais et j'étais assistant parlementaire, je bossais beaucoup. Très rapidement, au début des années 90, j'ai eu beaucoup d'amis qui ont commencé à mourir, dont mon premier grand amour. Ça a été, c'était tous les soirs, après mon boulot, aller à l'hôpital, aller voir des gens, etc. Et je pense que ça a été la deuxième chose qui m'a aussi sauvé, parce que je me suis occupé de tout le monde, même de mes copains séronégatifs qui avaient leurs copains séropos et qui n'assumaient pas. Mais au final, comme j'allais voir d'autres qui étaient souvent beaucoup plus mal que moi, comme je travaillais, eh bien, quelque part, je pense que le fait de ne pas être resté seul avec moi, comme beaucoup l'ont été, et parfois pas par choix non plus, parce que certains ont perdu leur boulot, etc. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir continuer à bosser. Ceux et celles qui avaient des travaux physiques ont dû s'arrêter. Donc, j'ai vécu ces années jusque l'arrivée de ce qu'on a appelé les trithérapies, enfin ce qu'on pourrait appeler plus des multithérapies, de 1990 à 1995, la perte de vraiment beaucoup de gens, de mon premier grand amour que j'ai accompagné jusqu'au bout et qui a été quelque chose d'une grande violence, d'avoir vu mourir des tas de gens à 20 ans, 25 ans, vous n'êtes pas prêt à ça, hein. C'est-à-dire ce qui m'a conduit très vite à mon combat pour le droit de mourir dans la dignité, parce que j'ai vu mourir plein de mes amis qui disaient « je veux mourir, j'en peux plus ». Ils étaient maigres comme on ne peut pas imaginer, des taches partout, ils souffraient vraiment, enfin ils avaient des douleurs physiques. Et puis de voir qu'on vous force plus ou moins à vivre, qu'à l'époque on ne voulait même pas donner de la morphine aux gens. Moi je me souviens presque la dernière nuit de mon premier amour, il était à l'hôpital de Strasbourg, il souffrait, etc. Je me dis mais il faut lui donner de la morphine, etc. Puis on me dit mais attendez, ça va le faire mourir. Je dis mais vous foutez du monde, il va mourir là bientôt. Et il n'entendait pas, on ne pouvait même pas donner de la morphine. J'ai essentiellement des amis qui ont 10 ans de moins que moi, parce que tous les gens de ma génération, à quelques exceptions près, sont tous morts. C'était ça d'ailleurs le grand paradoxe. Moi je suis arrivé à Paris pour vivre mon homosexualité. Je vivais en province, à Béthune, c'était pas très facile. J'ai commencé mes études à Lille. Aujourd'hui les choses seraient différentes, parce que Lille est une ville aujourd'hui plus friendly, mais dans le contexte de mon époque, de mes 20 ans, c'était pas le cas. Je fuis Paris, j'arrive, c'est l'élection de Mitterrand, on dépénalise totalement l'homosexualité en 82. Il y avait des fichiers homosexuels, on les supprime, dans lesquels j'étais. D'ailleurs, j'ai pu les voir après, parce qu'on a eu le droit de consulter les fichiers. Ça paraît fou aujourd'hui, et pourtant tout ça c'est quand même récent, hein, c'est les années 82-83. Les descentes de police dans les bars et dans les boîtes de nuit gays, qui étaient le quotidien de ces bars et de ces boîtes, sont interdits par Mitterrand et par Gaston Defferre, qui était son ministre de l'Intérieur. Ce qui n'a pas d'ailleurs été facile, parce qu'ils ont dû s'y reprendre à plusieurs fois faire des circulaires pour rappeler à la police qu'ils n'ont pas, enfin sauf évidemment s'il y a un danger, s'il y a un flagrant délit ou quelque chose, mais là ils descendaient, ils vous insultaient, ils vous claquaient contre les murs, c'était quelque chose, on a oublié cette époque, mais il y avait tout ça, et donc c'était quand même une époque de libération pour les homosexuels, et arrivait ce virus qui va nous ramener très très loin en arrière, alors que dès le début on savait que ça touchait aussi les hétérosexuels, puisqu'à New York dès 81 il y avait plein de cas d'hétérosexuels, qu'on avait réduit ça à quelques catégories. En France on parlait du cancer gay, de la lèpre rose, enfin des choses qui étaient, quand vous lisiez ça et que vous étiez concerné, c'est quelque chose d'affreux, et même des journaux comme Libération ont eu des titres sensationnels. Le sarcome de Kaposi.
Tel est le terme savant d'une forme de cancer qui s'était déjà manifestée en Afrique et qui frappe maintenant en Occident. Une particularité, elle n'atteint que les homosexuels mâles, surtout ceux qui utilisent des excitants chimiques. La mort, c'est évidemment la fin de la vie, c'est logique, mais quand vous voyez des gens si jeunes mourir, des gens qui avaient eu déjà du mal à assumer leur vie parce que pour beaucoup d'homosexuels, c'était pas facile dans les années 80. Tous ces gens qui étaient beaucoup partis dans des grandes villes pour pouvoir assumer leur vie, commençaient à assumer leur vie et paf, leur tombait dessus ce virus qui pour certains a été assez fulgurant. Ça a été une hécatombe et puis sont arrivés dans les années 95-96 ces fameux traitements qui ont permis de revivre. C'était une autre façon de réfléchir à sa vie parce qu'on vivait quand même toujours avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. On pensait toujours qu'on allait mourir et puis là d'un seul coup on nous disait mais non, vous allez pouvoir vivre. C'était compliqué. Alors moi j'avais eu cette chance et peut-être cet instinct, ce truc que j'ai pas fait naturellement, que je fais toujours dans toutes mes épreuves d'ailleurs, qui a été de continuer de travailler, de rester dans la vie, etc. Et qui fait que moi ça n'avait pas changé grand-chose. Je m'étais pas arrêté de travailler pendant 10 ans comme beaucoup de gens avaient dû le faire. Vous viviez l'allocation adulte handicapé, etc. C'était pas quelque chose de simple. Et paradoxalement, ces années 96 et 97, qui étaient des années fantastiques en termes médicaux, etc., ont été pour beaucoup de gens aussi très difficiles et beaucoup d'ailleurs sont tombés dans des espèces de dépression parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire de cette vie qu'on leur redonnait. Comment j'aurais pu imaginer que ma mère, le premier médecin qui s'est occupé de moi, mon premier amour, etc., serait mort alors que moi je suis toujours là. Plus tard, dans les années 2004-2005, on ne parlait plus assez du VIH, qu'il n'y avait jamais autant de gens qui vivaient avec le virus. Mais paradoxalement, comme les gens ne mouraient plus, on n'en parlait pas, on n'en parlait plus quoi, dans les médias, etc. Alors qu'il faut quand même savoir qu'au début de la pandémie, c'était quasiment tous les jours des titres, des trucs dans les infos. Enfin, on voyait des gens mourir. Enfin, c'était d'une violence, alors que ça représentait peu de gens au final. Et à partir du moment où c'est devenu une pandémie, elle a disparu parce qu'il y a eu aussi ces traitements, c'est vrai, qui ont permis, en tout cas ceux qui sont dans les pays riches, parce qu'aujourd'hui, il y a encore des gens, par jour, il y a plus de 2000 personnes qui continuent à mourir du VIH et qui ne devraient pas mourir. Et ça, on ne le sait pas. Et donc, j'ai été... Quand j'ai eu ces traitements un peu fous, j'allais voir une dernière fois Jean-Pierre Raffarin, qui était le Premier ministre, que j'avais vu plusieurs fois, et je savais qu'il était plutôt d'accord avec cette idée de faire de 2005 l'année SIDA Grande Cause Nationale, mais je savais que tout son entourage était contre. Et j'ai fait un truc qui a emporté sa décision, d'ailleurs il l'a dit après. Je suis arrivé, j'avais une enveloppe dans ma poche, parce que j'avais réfléchi toute la nuit, parce que je savais que ce type était très concret. Et qu'il fallait quelque chose de concret pour qu'il puisse comprendre à quel point c'était aujourd'hui important d'en parler. Et je me suis dit, les personnes n'imaginent ce que c'est le quotidien d'une personne séropositive avec tous ces traitements quand même. Et donc je suis arrivé avec mon enveloppe, avec mes 30 cachets. Puis c'était une grande table, je ne sais pas si c'est toujours comme ça à Matignon, mais il avait une grande table en verre, donc on était une dizaine autour de la table, j'étais en face de lui, et puis à un moment, je sors mon enveloppe, et puis j'éclate l'enveloppe, ce qui fait que tous les cachets se répartissent sur la table, donc déjà un petit moment de stupeur chez les gens, parce que c'est un peu violent de voir plein de cachets comme ça sur la table, sans s'y attendre, et mon effet était plutôt réussi, parce que je vois Raffarin qui évidemment a un peu bloqué, et puis je lui explique ce que sont tous les cachets. C'est là où lui, en tout cas, s'est dit, vraiment, il a raison. Une des questions primordiales quand même dans la vie, c'est la question de l'amour, la question de la sexualité, et que c'était et c'est toujours un des problèmes du VIH. Comment construire une vie amoureuse quand on est séropositif, quand on sait que même en 2021, il reste tellement de tabous, tellement de préjugés, et ça fait fuir tellement de gens quand vous leur annoncez que vous êtes séropo, qu'il faut imaginer à cette époque où en plus ces traitements vous déformaient et quelque part vous montraient que vous étiez séropo. Très vite, je me suis quand même engagé dans la lutte contre le sida. J'étais proche de Lynn Renaud quand j'étais jeune. Quand elle a créé son association Artistes contre le sida, j'étais une espèce de petite main, je faisais des enveloppes pour inviter à ces galas, etc. Puis j'y assistais, j'ai eu la chance d'assister au grand gala avec Elizabeth Taylor. Et puis, comme j'étais élu, je m'étais rendu compte que, surtout avant 2005,
enfin jusqu'aux années 2005-2006, qu'en fait les nouveaux traitements sont arrivés qu'en 2006, c'est que tous les responsables associatifs mouraient parce qu'ils étaient la plupart du temps à l'époque, aujourd'hui c'est un peu différent, mais dans les associations c'était quasiment que des gens qui vivaient avec le VIH. Moi à l'époque j'ai été longtemps élu, ce qu'on ne sait pas c'est que dans les conseils municipaux vous êtes bénévole pour la plupart. Et moi j'ai été élu 20 ans, enfin ouais, en étant pas indemnisé. Et donc on a la même sensibilité au final, c'est des gens qui ont envie de servir les autres, qui donnent du temps pour la collectivité. Puis je me suis dit, ils sont partout les élus. Hein. Il y a plus de 36 500 communes en France, il y a plus de 500 000 élus. Et je me suis dit, mais ça peut être un relais pour aider les associations, non pas pour faire ce que font les associations, parce que ce n'est pas les élus qui font ce que font les associations, mais pour ouvrir les portes. C'est comme ça qu'est venue l'idée d'élus locaux contre le sida, en plus un peu en honneur d'Hubert, qui était mon premier amour, qui était mort en 2004. Je voyais beaucoup de personnes vivant avec le VIH. Et en fait, ils ne savaient pas officiellement que j'étais séropo. Et très vite, j'ai eu une espèce de malaise. Je passe mon temps à dire dans des interviews, dans des gens, que ce n'est pas une maladie honteuse, que ce n'est pas une maladie taboue, et je ne le dis pas moi-même. Et puis, j'ai interrogé un peu tout mon entourage. Tout le monde dit, il ne faut surtout pas que tu le dises, etc. Il y avait en plus cette espèce de fantasme, si tu le dis, tu vas mourir peu de temps après, parce que le peu de gens qui l'ont dit, connus, sont morts souvent très rapidement, enfin à cette époque-là, sont morts très rapidement après l'avoir dit. Et il y avait donc cette espèce de peur. Sheila, qui était la présidente d'honneur de LCS, pareil, à part peut-être Lynn Renault, qui, elle, n'y voyait pas beaucoup d'inconvénients autour de moi, tout le monde, puis mon petit copain de l'époque, même s'il m'a accompagné quand j'ai décidé de le faire, mais il n'était pas du tout favorable, parce qu'il y avait aussi une peur par rapport à lui, parce qu'il disait, on en parle, lui il était séronégatif, mais voilà, il y avait toute cette part de fantasme qu'on peut tout à fait comprendre. Et puis donc j'ai décidé de le dire. Je n'ai pas voulu le dire que dans une interview, parce que j'ai écrit un livre qui à l'époque s'appelait Virus de vie, pour raconter cette histoire, parce que je ne voulais pas qu'on résume à une interview, parce qu'une interview, c'est quand même quelque chose de souvent très court, surtout si c'est sur un grand média, ça dure 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, et j'estimais qu'il fallait que je raconte les choses, qu'après je pourrais comme ça en parler, puis que les gens, s'ils voulaient comprendre, ils avaient un support pour comprendre ce qu'avait été la découverte du VIH, ce que c'était de vivre avec le VIH. Et donc j'ai sorti ce livre, j'ai témoigné, je pense être à ce jour en France et d'ailleurs ailleurs le seul élu à l'avoir fait, ce qui prouve qu'on reste quand même dans une espèce de tabou, parce qu'évidemment je ne suis pas le seul élu, ni en France ni ailleurs, à vivre avec le VIH, et que le peu d'élus d'ailleurs qui l'ont fait dans d'autres pays, je pense en Angleterre, je pense aux États-Unis, c'est souvent quand ils étaient dans les derniers jours de leur mandat. Donc ce qui veut dire encore à quel point aujourd'hui ça reste quelque chose de stigmatisant, parce que je veux dire en 2011, il y a une nouvelle génération d'élus qui est arrivée avec les élections municipales du mois de juillet dernier. Je me disais, parce que j'en connais certains, que ça allait être plus facile, etc. Et j'essaye d'en convaincre certains, parce que moi je ne veux forcer personne, parce que c'est quelque chose où on doit être préparé, c'est pas quelque chose de facile. Moi je sais que quand je l'ai fait, je savais, mais de toute façon je savais depuis les années 87 que je ferais jamais une vraie carrière politique, parce que j'avais fait une croix sur un certain nombre de choses que je m'étais dit, je ne sais pas combien de temps je vais vivre, et donc mais j'ai privilégié mes combats, ce qui a plutôt été bien, parce que dans un sens, je me suis battu sur mes combats sans avoir peur d'être en contradiction parfois avec mes anciens et avec mes nouveaux amis politiques, et ce que je continue à faire quand je ne suis pas d'accord, moi je n'ai pas tellement de problème, parce que je m'en fiche au final, je me dis, tant pis s'ils ne veulent pas de moi, et c'est cette force que m'a donné aussi ce virus, mais évidemment c'est vrai que vous ne faites pas forcément la carrière que vous devez faire, et ça il faut le savoir. Mais à côté de ça, quand vous avez dit ça, en fait, vous êtes libéré, parce qu'en fait, c'est quand même une espèce de poids. Quand vous passez votre vie à cacher quelque chose aux autres, forcément, c'est difficile à vivre. Et je le vois encore assez souvent quand je vais à l'hôpital, où je vois parfois des gens connus, qui me connaissent bien sûr, et qui sont très gênés quand ils me voient. Quand je vois des gens, des copains à moi, et ça m'est arrivé plusieurs fois ces dernières années, qui ne m'ont jamais dit qu'ils étaient séropositifs, et qui attendent comme par hasard, dans le même service. Et certes, ce service fait de la PrEP, mais c'est le soir. Donc là, les gens qui sont là, à 95%, c'est pour le VIH. Et je vois dans les regards les gens mal à l'aise. Et d'ailleurs, à chaque fois que j'ai vu des gens que je connaissais, connus, et évidemment où on se parlait quand même, on parlait de tout, mais certainement pas de la consultation qu'on venait faire. Au moins, j'ai plus cette étape-là, qui est cette étape de l'angoisse qu'on a quand on n'est pas, et que j'ai connu, comme tout le monde, de devoir dire à l'autre personne, avec la trouille, qu'il s'en aille
qu'ils réagissent mal. Quand on est séropositif, on fait aussi son espèce de coming out, on doit apprendre à accepter qu'on vit avec ce virus, on doit apprendre à s'accepter. Il faut aussi comprendre que les autres doivent aussi voilà, faire un cheminement parce que c'est une maladie taboue, c'est une maladie honteuse dans l'esprit de beaucoup de gens. Ça m'arrivait dans l'autre sens de tomber sur d'autres gens, etc. et d'être terrorisé à l'idée qu'ils puissent aller le raconter à quelqu'un. Donc je pense que le dire, et puis ça vous libère, c'est une vraie liberté. Maintenant, je le redis, hein, c'est pas... ça ne peut pas être une obligation, chaque cas est différent. Et puis c'est quand vous êtes prêt, de toute façon, c'est quelque chose que vous sentez à un moment, vous dites ça suffit, maintenant je peux plus me cacher, je peux plus vivre avec ce secret-là, j'estime que voilà, je suis prêt aujourd'hui. C'est pas simple encore en 2021 de se dire que y a plein de gens qui n'ont pas encore cette force, qui n'ont pas cette possibilité de pouvoir parler. Et je pense que c'est vrai que le jour où il y aura une vraie visibilité des personnes séropositives, le regard changera. Surtout qu'aujourd'hui, on a tous les éléments. Aujourd'hui, quand on sait qu'une personne séropositive, sous traitement, sans charge virale, ne peut plus infecter, même sans capote, ça devrait changer le regard des gens, puisque la personne séropositive qui connaît son statut n'est plus un danger pour qui que ce soit. Mais malheureusement, le fait qu'on ne voit pas assez de visibilité de personnes séropositives, et je pense que plus ils le diront, nous on a fait à Élus locaux contre le sida, il y a un peu avant la mort de mon mari Christophe, un livre qui s'appelle Portrait de vie, qui a été une exposition, qui a beaucoup tourné en France, qui a dû être exposé une centaine de fois, qui aurait dû l'être encore plus, mais le coronavirus est arrivé. Peut-être que ça reprendra après, j'espère, quand la vraie vie va revenir et qu'on pourra enfin parler du VIH, parce qu'aujourd'hui, il a été oublié, ce qui est un drame, déjà même chez nous, hein, en termes de dépistage, etc. Mais chez nous, au moins, on peut accéder au traitement. Mais dans certains pays, l'accès au traitement, c'est arrêté. En Russie, par exemple, où l'accès au traitement est d'un des pays où il y a le moins d'accès, enfin, où des gens meurent comme dans les années 80. Il faut quand même se mettre ça dans la tête. Ceux qui n'y sont pas allés, moi j'y suis allé. C'est abominable ce qui se passe en Russie pour les personnes séropositives. Parce qu'on parle de l'Afrique, mais l'Afrique a plus de traitements que les Russes. C'est quand même fou, quoi. Ce changement de regard, il ne pourra se faire que quand massivement on aura banalisé, même si c'est jamais simple, parce qu'on dit oui, le VIH, etc. Ça n'a pas été simple non plus pour les gens qui vivent avec le cancer. Moi, mon père est mort dans cette pièce en plus. Dire un cancer, il fallait pas utiliser ce mot-là, c'était quand même terrible. Donc on avait un rapport à la maladie qui a toujours été très spécial, un rapport à la mort qui a été très spécial. C'est-à-dire qu'en fait, les progrès médicaux, ils n'ont pas été suivis des progrès sociétaux. Et aujourd'hui, ce qu'on a vraiment le plus besoin, c'est ces progrès sociétaux, c'est que toutes les discriminations qui continuent, alors beaucoup ont fini par être supprimées légalement, je parle notamment dans notre pays. Aujourd'hui encore, pour faire un prêt, même si des choses ont encore évolué ces derniers mois, et notamment dans la région Île-de-France, où la région compense les surprimes qu'ont les personnes séropositives, globalement dans le pays, la convention AERAS qui concerne justement les banques, les assurances a évolué, mais ça reste extrêmement difficile d'avoir un prêt dans les mêmes conditions que les autres, parce que c'est souvent des telles surprimes que les gens ne peuvent pas acheter. C'est pour ça que moi, à l'époque, je n'ai jamais pu acheter un appartement à Paris. Évidemment, une personne séropositive aujourd'hui a quasiment, voire même la même espérance de vie qu'une personne séronégative, mais dans les années 90, aller dire ça à des assureurs et des banquiers, c'était impossible. Et donc, ma génération, beaucoup des miens qui n'ont pas eu de fortune personnelle particulière, ils n'ont pas pu acheter à Paris où les appartements coûtent des centaines de milliers d'euros et où vous ne pouvez pas payer des surprimes complètement délirantes. On voit d'ailleurs pourquoi beaucoup montent ces histoires d'archives, notamment d'archives LGBT, où il y a la question du VIH qui doit être quelque chose qui doit être gardé, parce que c'est une histoire incroyable, une histoire à la fois terrible, comme j'ai dit au début, parce que quand tu as 20 ans, on perd tous ses amis qui ont le même âge, c'est quelque chose de dramatique, et que les générations qui viennent, et notamment les jeunes LGBT, doivent savoir ce que leurs aînés ont vécu. Ce militantisme, s'il n'avait pas existé à l'époque, on n'aurait pas toutes ces avancées, notamment le mariage pour tous. Aujourd'hui, quand on apprend qu'on est séropositif, même si les conditions sont très différentes, l'annonce est toujours aussi violente.
et je dirais même qu'elle est plus violente aujourd'hui parce qu'elle est plus stigmatisante. C'est-à-dire que moi, à l'époque, bon, c'est un arrêt de mort, mais il y avait de la solidarité. Aujourd'hui, quand un jeune, et moi en tout cas dans celles et ceux qui me contactent, c'est souvent ça dont ils me parlent, c'est que s'ils le disent à leurs copains, ils ont toutes les chances d'être virés de leur cercle amical, alors que leurs copains sont peut-être eux-mêmes séropositifs, mais ils n'ont pas fait les tests. Et je comprends à la fois la frustration des plus anciens, parce que quelque part, c'est aussi dire oh, ils nous font chier avec leur histoire, alors que cette histoire, c'est une histoire collective et qui a permis plein d'avancées et que chacun doit entendre. Et puis les plus anciens qui doivent comprendre que vivre avec le VIH, c'est toujours une spécificité particulière, c'est toujours quelque chose qui vous rend différent et qui reste, pour certains, violent. Dans les grandes associations, au début, toutes les personnes vivaient avec le VIH. C'est plus la même chose. Avant, on accompagnait les gens qui mouraient. Donc aujourd'hui, ça n'existe plus. Et ce qui fait que, oui, le militantisme n'est plus du tout le même. Et donc, dans les associations, je comprends que parfois, beaucoup de personnes séropositives ne s'y retrouvent pas parce que, oui, quand vous alliez dans une association où le directeur de l'association, le président, etc., était infecté, vous saviez que vous étiez compris dès le départ, que la personne vivait la même chose que vous. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc on est dans cette situation où je pense que d'ailleurs tout le monde a intérêt de se rassembler, puisque aujourd'hui le problème il est commun à tout le monde. Il faut qu'on sorte de cette invisibilité. On peut en sortir qu'avec les anciennes, les actuelles, les nouvelles générations qui sont touchées par le VIH et que chacun se respecte et que personne n'ait l'impression d'avoir une parole qui est plus forte non plus. C'est pas parce qu'on a fait la guerre que parce qu'on l'a pas fait, on est plus honorable. Ça a été les circonstances qui ont fait ça. Je pense qu'on peut être une personne bien et mieux que ce qu'on aurait été sans ce virus. Et ça, je pense que c'est intéressant à savoir parce que quand on apprend qu'on a ce virus, évidemment, c'est pas à ça qu'on pense. Évidemment que ça aurait été mieux que je ne le sois pas, surtout dans les années où je l'ai vécu. Mais je me dis, au final, peut-être que c'était une chance pour moi d'avoir une autre vie. Il m'a rendu différent, il m'a appris à regarder la société différemment, à regarder la vie différemment. C'est incroyable qu'on en soit quand même arrivé là. Nous, on n'aurait jamais imaginé en 87 qu'on puisse bénéficier. Il fallait se battre là pour garder des appartements en commun, etc. On n'aurait jamais imaginé qu'on aurait eu mariage, quoi, et que nos amours auraient été reconnus comme les amours hétérosexuels dans la mairie. Moi qui célèbre des mariages, à chaque fois, c'est toujours, j'en ai encore fait un cette semaine, c'est toujours une émotion incroyable de célébrer un mariage de 2 hommes, de 2 femmes. Comment j'aurais pu imaginer vivre ça, moi, séropo des années 87 ? Il faut qu'on travaille ensemble pour le vivre mieux, pour partager nos expériences, parce que c'est vrai que on a besoin de parler avec des gens qui ont le même vécu. Quelques amis qui partagent la même chose, avec qui on peut dire tiens, aujourd'hui je vais au médecin, il m'a donné tel nouveau traitement, qu'est-ce que tu en penses, etc. De se dire des choses de la vie quotidienne, toi qu'est-ce que tu fais ton traitement, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça, et puis de parler de choses parfois aussi intimes. Je vous dis, pour ceux qui notamment n'ont pas dit à l'extérieur qu'ils étaient séropos, moi j'ai combien d'amis qui à chaque fois, quand ils tombent amoureux de quelqu'un, ils ne l'ont pas encore dit, ils disent mais quand je vais le dire, etc. Et je sais que c'est des questions absolument terribles. Et entre nous, c'est quand même beaucoup plus facile parce qu'évidemment, on sait ce que c'est. On sait cette violence aussi qu'on reçoit. C'est tellement difficile face au regard des autres aujourd'hui, face au regard même de la communauté LGBT. Moi, combien de fois on me demande de venir parler j'ai fait un livre qui s'appelle Homo Politicus qui raconte l'histoire des relations entre la politique et l'homosexualité entre les années 60 et l'arrivée du mariage pour tous. Et combien de fois j'ai eu des assos qui me disaient vous venez, vous nous racontez cette histoire, mais surtout vous ne parlez pas du VIH. Je dis maintenant l'histoire elle est intégrante. D'ailleurs dans le film Homo Politicus, il y a une partie sur le VIH extrêmement importante. Puis arrêtez d'avoir peur de parler de ça parce que le VIH, il vous a amené toutes ces avancées. Alors, elles seraient arrivées à un moment ou à un autre, mais elles sont arrivées beaucoup plus vite parce qu'il y a eu des situations concrètes avec des familles qui, dans les années 80, 90, donc certaines, vraiment, si en plus il y avait des biens à récupérer, alors qu'ils avaient peut-être abandonné leur fils pendant toutes ces années où il avait été malade, pour récupérer l'argent et tout ça, ils arrivaient, quoi. Et pour foutre le compagnon qui, lui, avait toujours été là et qui, malheureusement, n'avait pas le bail à son nom, où l'appartement appartenait à son ami, se retrouver du jour au lendemain, peut-être sans rien. Il y a aujourd'hui plus de gays mais qui vivent avec le VIH que ces dernières années d'ailleurs, même si à Paris on avait eu des résultats très très bons
il y a 2 ans. Malheureusement, avec le confinement et tout ce qui s'est passé, je ne suis pas sûr que les résultats vont être aussi bons prochainement. Et donc, c'est en plus quelque chose qui est complètement d'actualité et qu'il ne s'agit pas de réduire l'homosexualité au sida. C'est évidemment absurde. La majorité des gens qui ont le VIH dans le monde, c'est évidemment des hétérosexuels. Mais on ne peut pas nier qu'on a été une population particulièrement touchée, que ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre quotidien aujourd'hui et que ça doit être partie intégrante de notre réflexion, de notre travail et qu'il ne peut pas y avoir un centre gay lesbien en France qui n'intègre pas la question du VIH, qui ne célèbre pas les grands moments autour du VIH et qui n'organise pas des débats autour de la prévention, du vivre avec, de la lutte contre les discriminations que subissent les personnes séropositives au sein même de la communauté LGBT. Ça fait pas souvent plaisir à certaines associations, mais c'est vrai que c'est inconcevable aujourd'hui de ne pas traiter ce problème-là quand on sait le nombre de personnes qui sont forcément touchées dans quelques centres gays et lesbiens où on peut aller en France. Je le dis aujourd'hui, je pense que ça peut paraître choquant, mais que ce virus m'a sûrement rendu meilleur, que ce virus m'a fait trouver d'autres priorités, que ce virus m'a appris à vivre mieux le moment présent, à plus faire attention aux gens que j'aime, aux gens qui sont autour de moi, à m'en occuper différemment.